Le Palais de Tokyo, 1 heure avant le vernissage de l'exposition Anywhere, Anywhere Out of the World, un événement particulièrement attendu par la scène artistique internationale. Philippe Parreno, une des figures les plus éminentes de l'art contemporain, a été invité pour une carte blanche. Occuper la totalité du lieu, 22 000 mètres carrés. C'est la première fois qu'un tel espace est confié à un seul artiste. À 49 ans, Philippe Parreno s'attache depuis toujours à réinventer le principe même de l'exposition traditionnelle, pour la transformer en une expérience totale, immersive, troublante. L'art de Philippe Parreno est protéiforme. Dans son univers cohabitent vidéo, performance, design, sculpture, musique. Au cœur de son travail, l'ambition de générer d'étranges sensations, de côtoyer des fantômes, de ressentir une autre réalité. Une des œuvres les plus connues du grand public est Zidane, un portrait du XXIe siècle. Un film sorti au cinéma, co-réalisé avec Douglas Gordon. Avec 17 caméras focalisées sur la star lors d'un match, ce film invite à suivre la vie intérieure d'une légende des temps modernes. Le parcours qu'il a scénarisé au Palais de Tokyo sème le trouble. Par exemple, des pianos. 100 pianistes jouent Petrouchka de Stravinsky. Cœur battant du parcours, cette œuvre rythme l'ensemble de l'exposition. Un parcours où l'on croise d'étranges sculptures, des marquises comme sorties de Broadway, qui semblent retrouver vie. Comment ? Ils vont bien les gens qu'on est en train de travailler. Allô ? Attends, je sais pas ce que... Ouais, j'enlève la console et ils vont pas continuer le ménage. Merci madame. Merci madame. Il vous dit juste commencer par là. Vous voyez, comme ça, c'est propre en tout. Pour cette exposition œuvre, Philippe Parreno a radicalement transformé le Palais de Tokyo en 2 mois de travaux. Dès l'entrée, un immense écran blanc éblouit les visiteurs. L'artiste Philippe Parreno. Oui, voilà, c'est ça. Maya. Avec une lumière contre dos, donc on voit des silhouettes. Et c'est un peu le guide de l'exposition, c'est de rentrer en fait dans une exposition, dans cet espace, qu'on rentre dans un parc. On apprend à regarder le contraire en fait. Toute l'exposition elle est orchestrée par Petrouchka de Stravinsky. L'enseignement des films obéit tout le temps au piano qui est qu'on entend là.
Au même titre que Petrouchka raconte l'histoire d'un magicien donnant vie à des marionnettes, l'exposition entière se comporte comme un automate où des œuvres se déclenchent, pendant que d'autres s'arrêtent, se court-circuitent, dans un parcours rythmé par d'étranges synchronisations. C'est fait des différentes marquises que j'ai fait depuis maintenant une dizaine d'années et j'ai réuni pour la première fois ensemble et qui jouent ensemble une espèce de partition. Ce qu'on entend en fait c'est la musique de l'électricité. Vas-y. Donc ça fait, si je ne me trompe pas, 2 ans que vous avez été nommé directeur du Palais de Tokyo. Président. Président. Les cartes blanches, c'est une tradition que le Palais de Tokyo avait installée il y a quelques années et qui était de dire à un artiste tu fais ce que tu veux. Et ce qui était facile, ou ce qui était déjà difficile, mais qui était très réussi sur la surface de l'époque, 3 à 4 000 m², comment est-ce que ça pourrait être vécu par un artiste auquel on confierait tout un lieu? Le risque, c'est de ne pas prendre de risque. Le risque, c'est de se dire, je connais des œuvres de cet artiste, je vais les montrer, et de faire un display, de faire une sorte de répartition sur les murs de ses plus belles œuvres. On voit pas les os là, le cerveau. Non, on voit pas. Ouais, tu veux pas qu'on le voit, ou on voit le bas un peu, mais ça va. Alors en fait, je sais que c'est Jean Deloisy, donc le président du Palais, qui a eu cette très belle idée d'inviter Philippe, et que c'est le premier artiste qu'il a rencontré lorsqu'il a été nommé président du Palais. Et il a tenu à donner carte blanche à un artiste et à lui permettre de transformer le Palais, de jouer avec l'espace du Palais et de contribuer à peut-être réinventer qu'est-ce que le format d'exposition. Philippe Parreno est peut-être un des premiers artistes qui, depuis le surréalisme, a eu une influence considérable sur des artistes dans d'autres pays, qui a une aura internationale. Bon, alors, t'as des questions? Oui. Ce qui cherche vraiment à proposer, c'est une expérience, quoi. Ça a toujours été un de ses soucis majeurs, de ne pas proposer que des objets, mais de faire des expositions qui sont des œuvres en soi, en fait, et qui proposent une expérience de l'art, en fait. Je crois que c'est ça. Il y avait ce truc de... Il y avait... Tu connais cette pièce, premier enregistrement de l'histoire? Tu connais? Non. C'est super beau.
C'est la première parole enregistrée. Hein 1960, ouais. C'est quoi ton histoire avec le Palais de Tokyo? Je sais pas, aucune vraiment. Mais le bâtiment, tu l'aimais bien? Quand tu arrives sur un lieu et que tu l'investis... Je l'aimais bien. Justement, je suis pas très fan de la ruine. Enfin, tu vois, de ce côté un peu... Friche. Friche, ouais. Je suis pas très fan de ça. Donc ma relation, voilà, après... mais bon, après je comprends pourquoi c'était fait comme ça, tu vois, c'est parce qu'il y a eu ça c'est une décision politique, de dire on va ouvrir un espace, il vaut mieux qu'il soit ouvert plutôt qu'il soit fermé, que les gens après s'en saisissent, oui, bon, pourquoi pas. Il n'a pas mis longtemps à dire oui, en fait. Bien qu'il ait un rapport avec ce lieu qu'ils ont compliqué, quoi. Mais c'était ça aussi qui était un challenge, quoi. Parce que finalement, ça lui permettait de se frotter à un truc vraiment... ouais, vraiment un truc qui l'embêtait. Tu me captes bien. C'est bon? Nickel. Ça a commencé avec une très grande maquette. Ça lui a permis de mettre un petit peu à plat déjà l'architecture du bâtiment, le dur, quoi, ce qu'on ne pourra pas changer. On a fait beaucoup de visites sur place avec Philippe. Des après-midi vraiment où on déambulait dans les espaces. C'est une architecture qui est assez complexe. C'était très laborieux de faire une maquette en 3D, mais ça nous a tellement servi finalement. Ça te permet de tester le circuit en temps réel, quoi. C'est comme un jeu tu vois, un jeu vidéo où tu peux te balader dans ton... Et c'est plus un voyage mental en fait que tu construis, que tu peux plus facilement construire sur 3D que dans l'espace en te baladant. Et de là, on a commencé à pastiller un petit peu les espaces en disant bah là, on pourrait mettre telle projection, là, on pourrait mettre telle projection. Et puis, on a commencé tout doucement, comme ça, à construire un petit peu les espaces. Début septembre, après une année consacrée à imaginer l'exposition, la transformation des lieux peut commencer. Une des premières mutations concerne l'éclairage. I want to have that to hang them vertically. No, it's vertical. No, it's vertical. It's really simple. Some are flickering and some are not. Avec l'œuvre 56 Flickering Lights, la lumière du Palais de Tokyo est retravaillée. 56 appliques clignotent, perturbant la lecture de l'espace. Là, on va rajouter aussi encore une applique, non? Et je pense qu'on va la faire varier, mais un tout petit peu, juste pour qu'on sente qu'elle est un peu vivante, tu vois. Elles sont chacune, elles sont indépendantes. Ouais. Aucune n'est synchronisée, en fait. Elles ont toutes leur propre rythme. Hein. On devrait avoir... ce serait bien d'avoir peut-être une lumière qui clignote, tu vois, au bout, en fait, quand même, je trouve. Entre les deux fenêtres, tu vois. Okay. Avoir une perspective serait jolie, je trouve. Okay. Je déplace celle qui était de l'autre côté et je te la mets sur ce mur-là. Ouais. Moi, j'aimerais bien que tout bouge. Après, il y a des problèmes de sécurité, j'imagine. Donc, ce qu'on pourrait faire aussi de manière très simple, c'est... Voilà, exactement. The point of attraction should be really the LED, you know. And the reason why also we have the floating panels was also to exaggerate the perspective. Je pense pas, ce que j'ai fait de l'exposition, c'est aussi une lecture que je fais de l'espace, hein, tu vois. Donc c'est à la fois parce qu'il y a des choses qui ne me satisfaisaient pas et je fais une proposition. Au-delà de l'exposition, c'est aussi une lecture, comme on dit, je fais de la lecture de ta main pour te montrer quel est ton futur, tu vois. Donc c'est ma réponse, disons,
un état des lieux que j'ai dû faire, puisqu'à un moment donné, l'invitation était bien celle-là quand même, tu vois. J'étais persuadé que Philippe ne prendrait le palais tel qu'il est et qu'il installerait ses œuvres à l'intérieur comme des apparitions dans un cadre qui, au fond, ne lui apporterait que peu. Et donc j'étais très surpris au début par son travail à contrario de l'architecture. Et il arrive à un ensemble de propositions qui m'intéressent beaucoup et qui seront d'ailleurs probablement gardées pendant un certain temps, bien au-delà de l'exposition. Ça a été important pour moi aussi que les choses apparaissent et qu'elles laissent aussi, qu'elles marquent, tu vois, que ce ne soit pas juste des choses gratuites et éphémères, tu vois. Et je pense que ce serait intéressant que les expositions sédimentent un peu l'espace, tu vois, et offrent tout doucement une espèce une histoire. C'est ça dont je parle, c'est-à-dire que des expositions puissent à un moment donné déterminer leur propre architecture, quoi. Le lieu, il a été bousculé, presque une espèce de rapport violent entre ouais. le lieu et... On a arraché des pierres de la façade. Ouais, ça c'est plutôt violent. Marquis, l'œuvre inaugurale de l'exposition, est accrochée sur la façade d'entrée du palais. Un auvent lumineux rappelant ceux des music halls ou des cinémas d'hier. Cette marquise, sans aucune inscription, ne signale que l'événement de sa propre apparition. Les premières esquisses de la marquise d'entrée, on a fait des volumes, on travaille souvent avec des volumes. On part souvent d'éléments assez simples, hein, on regarde un petit peu les marquises des années 50 américaines. Moi de mon côté, Philippe de son côté, et puis après on regarde ce qui peut marcher le mieux. Pour sa fabrication, il a fallu faire appel à une PME de Seine-Saint-Denis, spécialisée dans la découpe de plexiglas. Ici, habituellement, on construit des stands de salons professionnels ou des pièces pour l'industrie aéronautique. Les côtés des deux éléments triangulaires qui vont de chaque côté des poutres. Une fois qu'on aura fini les poutres, on va positionner les 4 éléments ensemble. On va remettre les 2 poutres. En fait, ça, c'est les 4 blocs de la marquise qui vont constituer la marquise. On n'a pas pu la faire d'une seule pièce parce que c'était beaucoup trop important. Voilà. La difficulté, elle a été de récupérer toutes les autorisations pour pouvoir retirer les pierres, les changer par des parements transparents. Et c'est protégé, c'est classé. Donc si on dépose une pierre, il faut la reposer à l'identique, il ne faut pas la casser. L'idée, si tu veux, c'était d'avoir un objet complètement transparent, assez mystérieux, une sorte de fantôme, tu vois, qui viennent un petit peu comme ça se greffer sur la façade du palais. Que la marquise ne s'intègre pas sur une façade, mais qu'elle rentre à l'intérieur, quoi. Un petit peu comme une bête pourrait venir te piquer. Il y a une pièce aussi qu'il faudrait qu'on fasse, qui est en fait une frise. Et que vous voudriez qu'on fasse en plexi? Ouais. Waouh. C'est uniquement du décor, là, on n'est pas... Ah non, elles sont... Vous allez les utiliser? Ouais, on va les utiliser. En tant que prise? Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que vous voudriez récupérer là? Un tout. Tout de suite? Je vous fais passer un coup vendredi matin, comme ça nous vendredi on essaie de l'installer. D'accord. Et on voit s'il faut rectifier sur les autres pièces. Et... Ça je peux faire, il n'y a pas de problème. Philippe Parreno envisage l'exposition comme une expérience dont il explore toutes les possibilités. Les thèmes de l'invisible, de la disparition hantent son œuvre.
et il les met en scène dans de complexes dispositifs. Vache. Putain, c'est balèze, hein. En fait, on avait peur que l'exposition soit vide. En fait, elle est très très pleine. Et je pensais que c'est vrai que c'était un peu plus petit, moi. On va demander... C'est beau en tout cas, hein, ça, hein, c'est super. Hein. Et le câblage arrive après, par-dessous. Elle est arrivée là, vous avez la sortie, d'accord. Avec l'œuvre How Can We Know The Dancer From The Dance, au milieu de la rotonde est installée une scène. Les visiteurs entendent les pas de danseurs qui se déplacent. Ce sont les fantômes de la troupe du chorégraphe américain Merce Cunningham. Alors explique-moi en fait le mur robotique. Le truc c'est qu'il y a une seule roue motrice à l'avant. Ouais. Les autres sont des roues libres. Les roues qu'il y a au centre, elles sont libres. Celle-ci, elle est réglable. Et alors le laser, il est où? Et le laser, il est là. Il est là. D'accord. Ça fait vraiment on a vraiment l'impression d'être au centre d'un automate en fait. Ouais. La marquise à l'extérieur, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de... Écoute, non. Son film Marilyn, qu'il projette pour la première fois en France, est le portrait d'un fantôme, l'actrice Marilyn Monroe. Philippe Parreno a reconstitué la suite du Waldorf Astoria à New York, que la star a occupé dans les années 50. Le spectateur découvre les lieux à travers le regard de l'actrice. Un ordinateur reconstitue sa voix, un robot recrée son écriture. On ne voit pas Marilyn, on ne la voit pas bouger, c'est un fantôme, mais en même temps, on est dans le stylo, on est dans la musique, on est dans cette pièce et on sent toutes les vibrations. Donc il y a en même temps quelque chose de très immatériel et quelque chose de très concret qui se mélange. Pour ce qui était du regard, je pense que Darius Ganji, le chef opérateur, avait complètement compris, parce que c'est un génie de l'image, comment reproduire la sensation du regard sans jamais voir la personne qui regarde, ce qui est quand même extrêmement d'une virtuosité extraordinaire. Quand Philippe m'a parlé de ça, moi, pour ce qui est de l'ordre de l'écriture, c'était clair que il avait son idée, c'est-à-dire avec ce robot, la fabrication de ce robot qui est capable d'apprendre l'écriture de Marilyn. On a mis des micros dans le papier et du coup on est plus sur la surface, on est dans le papier, on est dans le stylo, on est dans la matière elle-même, quoi. En fait, Marilyn, au début, je pensais même que ça pourrait être un long métrage. Puis après, j'ai pas eu la force de le pousser plus loin. Mais ça aurait pu faire un long métrage. Ça aurait été beau de faire un long métrage avec un fantôme, plutôt que faire Gasper, le petit fantôme, tu vois, ou la figure inventée par Goya du fantôme incarné par le drap. Ça aurait été beau de faire un film avec un fantôme que tu ne vois pas. Et du coup, tu as un film sans personnage. Tu vois. Mais il aurait fallu que je passe. C'est peut-être d'ailleurs pas mort, peut-être que c'est la suite de Marilyn, tu vois. À la fin du film, quand la salle se rallume, apparaît à travers l'écran un paysage. Again. Never stop.
Again. They pay with the boss. Huh? So it's too much of this crap, huh? Let's get rid of these things, no? Comme une réminiscence de Marilyn, à un autre étage est exposé un robot qui rappelle celui que l'on voit dans le film. Il est programmé pour reproduire inlassablement une lettre et des dessins de l'actrice. Mais c'est finalement toute l'exposition qui finit par apparaître aux visiteurs comme un automate. Les œuvres sont réglées entre elles telle une mécanique d'horlogerie. Tout est absolument synchronisé. Quand on était d'accord avec ça très vite avec Philippe, on se disait qu'il fallait avoir une écriture secrète, d'avoir une sorte de structure invisible en fait, une structure fantôme aussi. Et donc je pense que ça a aussi pris son sens dans le travail de l'exposition, c'est-à-dire cette sorte de lien constant. On entend un téléphone, en fait on ne sait pas, mais le téléphone, une fois qu'il a fini de sonner dans la réalité, il se met à sonner dans le film. Il pleut et l'orage gronde dans Marilyn, dans l'escalier, on commence à entendre la pluie tomber et l'orage gronder. Ça produit en fait une étrangeté, ce truc de Freud, non? Quand tu vois que les choses sont étrangement synchronisées. Ça me plaît beaucoup, ça. Enfin, tu dis, mais t'entends un truc, c'est bizarre, ça marche, tu vois. Je trouve ça très joli, ça. Ça, c'est des choses que j'aimerais bien refaire aussi. C'est drôle. Je sais pas ce que ça veut dire, en fait, encore, ça. C'est cette fascination pour la synchronisation. En fait, je veux dire, on peut voir le bâtiment comme une œuvre musicale et on va dire le public qui se déplace dans le bâtiment crée sa propre musique en se déplaçant, se rapprochant, s'éloignant des sources musicales qui sont créées dans l'exposition, des pianos, des sons, des films, et tout d'un coup, ça crée une sorte d'œuvre orchestrale, mais dont le chef d'orchestre n'est rien d'autre que le déplacement du public dans l'espace. En avançant, le visiteur là, tout d'un coup, découvre la régie, qui est associée à différentes machines. Elles sont toutes greffées les unes avec les autres. Et on comprend que cet hybride mécanique, cet exosquelette, quelque part, automatise l'exposition. Il y a un piano à queue qui joue Petrouchka, sans interprète. Cette pièce maîtresse qui pilote le dispositif, Petrouchka de Stravinsky, a été enregistrée spécialement pour l'exposition par le grand pianiste Michael Rudi. Cette rencontre qui a beaucoup déterminé de choses, en fait. Michael Rudi est quelqu'un de très généreux, quoi. Vraiment une sorte d'apparition. Et puis donc, du coup, c'est en discutant ensemble qu'ils ont commencé à discuter de Petrouchka de Stravinsky, qu'il lui a fait écouter. Petrouchka sort, tout d'un coup, Philippe écoute Petrouchka, l'adore. Moi, je reprends, je commence à lire l'histoire de Petrouchka. C'est évidemment une histoire d'automates, de marionnettes. Il y a une sorte d'évidence qui s'est construite, mais quasiment un mois et demi avant l'exposition, si j'ose dire, peut-être 2 mois. Et je me souviens de l'éclat
des yeux et de l'esprit de Philippe quand il a senti que c'était ça la direction juste et que tout d'un coup, ce qu'il avait eu par intuition comme projet devenait une grande cohérence parce que l'objet qui lui manquait était arrivé. Moi, pour moi, le piano qui est le piano vraiment de concert, c'est le premier qu'on voit. C'est-à-dire c'est celui qui c'est là qui donne. C'est un peu la perspective, c'est-à-dire que c'est celui qui donne à comprendre tout avant que tu l'aies vu. C'est celui où on a construit l'estrade, c'est celui-ci en fait. Voilà, c'est celui-là. C'est-à-dire que tu vois, tu rentres là, oui, dans ce long couloir. Oui. Et là, c'est le piano. Tout d'un coup, on s'aperçoit que 3 Petrouchka, finalement, c'est la longueur du film Zidane, qui est l'œuvre la plus longue présentée dans l'exposition. Que tout d'un coup, on arrive à trouver des correspondances très intéressantes entre des parties musicales de Petrouchka et toutes les œuvres qui ont été choisies pour constituer l'exposition. Et petit à petit, ça a commencé à fabriquer une sorte de cartographie comme ça, d'événements posés sur une timeline. Et puis l'intensité, je pense qu'il a aussi donné le ton de je pense que ce qu'il joue en concert, ce qui était sur l'album, n'a pas la même... beaucoup plus agressif, ce qu'il joue là pour l'exposition, je trouve. On peut ajouter des choses. Nicolas, les lumières, elles fonctionnent ou pas? Tu peux bien jouer. Alors il y en a encore 2 qui ne sont pas connectés. Non, c'est pas bien. Celle-là, celle d'après. C'est pas celle-là. Elle fait des claques. Vraiment étrange. C'est où, hein? Celle-ci, ça. Il y en a qui sont continus. On voit ça en C'est Danny Larue, c'est vraiment ce personnage dans ce comic de Grant Morrison. Cette idée d'une rue omnisciente. Et je me dis, tiens, c'est comme ça est venue l'idée en fait de mettre tous ces objets ensemble et de créer cette espèce de rue vivante, quoi, qui serait dansante et voilà. L'œuvre d'Annie Larue réunit 17 sculptures de Philippe Parreno. Une série de marquises dont le clignotement des lumières et le son de l'électricité composent une étrange partition. Bon, elle marche pas comme elle est teinte, c'est normal. Alors il y a celle qui est voilà. On en était où, ouais? On était bientôt à la fin. Un petit raisin. Un petit chocolat. C'est Philippe et Nicolas qui ont mis au point le concept, qui est un concept simple hein, mais efficace, c'est-à-dire de donner un son à ces clignotements. Enfin, à ces allumages, à ces clignotements de ces marquises. Pourquoi pas utiliser ce qu'on appelle des micro-contacts
qui sont le même principe que les micro-guitares, c'est-à-dire c'est des micros qui n'utilisent pas le déplacement de l'air, mais qui utilisent l'électromagnétisme. Ce micro-là, c'est des micros que tu plaques sur des objets qui dégagent, tout dégage. Hein, ce système HF dégage des ondes, cet écran d'ordinateur dégage des ondes électromagnétiques, tout dégage des ondes électromagnétiques. J'ai donné un caractère à chaque marquise. Par exemple, la grosse marquise, j'ai essayé de faire un son avec beaucoup de basses, beaucoup de corps, pas trop de médium pour un son très... puis avec beaucoup d'harmoniques. Comme un orchestre, avec plusieurs... les violonistes, etc., le triangle. On dirait qu'il fait des percussions africaines, la grosse. Incroyable. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est carrément des percus. Elles étaient vivantes, hein. Elles étaient vivantes parce que c'était assez incroyable. De temps en temps, les marquises ne faisaient pas le même son. Certaines marquises ne faisaient pas toujours le même son. Elles avaient beau s'allumer de la même manière, elles changeaient le son qu'elles faisaient de temps en temps. Donc allez savoir pourquoi. Donc elles étaient vraiment vivantes. Le film CHZ a été tourné dans un jardin créé spécialement au Portugal. Ces minéraux, cette végétation noire racontent l'histoire topographique d'un paysage de science-fiction. La bande-son émane d'enregistrements effectués en profondeur, sous terre, par le designer son Nicolas Becker. Philippe, tu veux voir comment le mix sonne dans la salle? Je te montre. Déjà, ça fait pas peur. Hein. Elles sont où les infrabasses? Ça ne prend pas au corps, là. Ouais, c'est ça qui est je dommage. sais. C'est quand même partie du film, c'est ça Ouais. aussi, c'est de prix. Pourquoi on n'a pas réussi à avoir des infrabasses plus grandes? Ben, je sais pas. Profondes. Il faut utiliser l'installation qu'on a en fait. Et la logique en fait, ça a été à un moment donné de dire le film affecte le bâtiment. Donc oui, il faut garder la même disons la même poésie ou grâce qu'on avait dans le développement de ces basses qui sont malheureusement pas assez fortes. Et après affirmer vraiment des passages et en dB et aussi en arrière, tu vois, pour que ça parte, boum, tu vois, que ça parte derrière, quoi. Ça fait sens ce que je dis ou si je pense n'importe quoi? Ok. Je pense que le SMI, on ne pourra pas le louper. Hein. Ouais, ça va être un gros camion là. Seulement quelques jours avant le vernissage, une pièce essentielle reste encore à monter. Bonjour Aurélie. La marquise de l'entrée. L'atelier Pareno. On avait dit 3 palettes comme ça. On va les mettre à chambre peut-être. Bah, c'est ce que je pensais, je l'ai demandé. Ouais. Ah oui, vous savez pas. Ah oui, c'est un camion ouvert. Ah, moi j'ai posé la question, on m'a dit c'est des caisses. Ah bon, c'est des caisses. Non mais... C'est juste à poser, il paraît que c'est à poser sur le... Sur le parvis devant, ouais, le palais. Sur le parvis, mais c'est loin du trottoir. Moi on m'a dit que c'était... pratiquement tu te gares et puis tu les poses. Allô? C'est Aurélien de l'atelier Pareno. Bonjour, je suis à Bac-Place là pour le retrait de la sculpture. Vous nous avez envoyé le camion de Mad Max là. Il est pas bâché le camion. On transporte une œuvre d'art quand même. Hein. Bon, je vais faire le point un petit peu là.
Vous allez... ouais, non. Puis bon, il va peut-être pas pleuvoir non plus. Hein. On va peut-être pas avoir... Non, j'ai été mettre un cierge ce matin. Ah, ça, c'est bien. On va voir. Au plaisir. Nous, on est toujours un peu... Ce qui est drôle, c'est qu'il y a un moment où on se dit attention, on travaille quand même sur une pièce qui devient une sculpture, parce qu'on lui donne une préciosité par son matériau, mais au final, la marquise, ça reste quand même un auvent. Et pour le coup, quand ils sont arrivés avec le camion, ouais, j'ai eu un peu... Ouais, c'était pas facile. On va voir si le calcul des haubans a été juste. C'est pour l'entrée de l'expo. C'est bien, non? Ça va être beau, hein? Ça va être beau, hein? T'es pas dedans encore, t'es pas dedans. Voilà. On va tirer encore, hein. C'est bon, ça passe, yes, ça passe, yes. ça y est. Bon, bah c'est bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de foirage, là. Salut. Ouais, et vous? Ça, vous pensez que vous l'aurez fini quand? Samedi. Samedi? Là, vous allez découper? Ah, là, c'est pas encore découpé? D'accord. Et vous allez découper quand? Prolonger. En fait, le problème, c'est qu'on s'était dit qu'on aurait fini il y a 5 jours. Et là, en fait, il n'y a encore rien de fini. Et du coup, il ne peut rien vraiment voir. Ça, c'est pas fini, le blanc non plus. Enfin, il n'y a rien, en fait, de fini. Vraiment. C'est vrai qu'en même temps, toutes les expos qu'on a faites, on s'est toujours dit ouais, il nous faut un jour pour tester la timeline, et en fait, on n'a jamais réussi à avoir ce jour. Sauf qu'à l'échelle du projet ici, ça prend, ouais, c'est beaucoup plus risqué, quoi. Oui. Parce que tu peux ne pas te rendre compte tout de suite qu'il y a un truc qui merde en bas, tu vois. Allô? Ouais, Philippe. Zidane, un portrait du XXIe siècle, fait partie des œuvres les plus complexes à régler. Au Palais de Tokyo, le film est présenté pour la première fois dans un dispositif très immersif. Sur 17 écrans sont projetées les images de chacune des 17 caméras utilisées lors du tournage. Je pense que le projet de Zidane a été un projet très important dans la vie de Philippe Parreno et de Douglas Gordon d'ailleurs. Ils ont inventé un film très extraordinaire qui travaillait sur l'obsession d'une personne. Qu'est-ce que c'est qu'une personne qu'on entoure et dont on voit l'image totale pendant 90 minutes. Et là, il va être dispersé en 17 écrans. Et c'est très difficile, c'est-à-dire c'est difficile à monter, c'est difficile à inventer comme espace, ça va devenir une sorte de labyrinthe. C'est vachement clair, hein. Tu vois. Déjà, est-ce qu'on pourrait tout éteindre? Ça serait bien déjà, tu vois. Aucune lumière. 48 heures avant le vernissage, Philippe Parreno n'est pas convaincu. Je trouve que c'est pas l'idée que j'avais, quoi, d'être vraiment immergé, tu vois. Je suis devant derrière une image, je suis pas dedans. Il va alors faire repeindre tout l'espace en noir. Oui, tu changes d'avis parce que tu sais pas ce que tu fais, et puis qu'il y a une chose en amène une autre, et tu dis tiens, c'était pas mal, mais finalement non, c'est pas bien, tu vois. Quand tu peins, ça s'appelait le repentir, non, en peinture. On disait pas aux gens que tu changes d'avis.
Il a peint, puis après il a modifié, et puis sous une couche, une peinture, tu avais une autre chose qui était peinte avant. Tout ça, c'est des principes vraiment... On va tout éteindre. On va mettre le son. Donc il y aurait deux modes. Il y aurait le mode composition phonique, visuelle. Après, on s'établit une position Petrouchka, où on va dire ok, on va allumer celle-ci, celle qu'on peut contrôler. On joue Petrouchka. Et à la fin du mouvement de Petrouchka, tout s'éteint et on recommence sur la boucle qu'on aura créée. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas impossible. En fait, j'ai l'impression d'avoir fait ça toute ma vie, mais je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Oui, mais personne, c'est ça qui est bien. C'est l'expérimentation à 100%. Quelqu'un qui le maintient. Quelqu'un qui le maintient, quand même, là. Plus par là encore, non? Vas-y, Tanguy. Un point par an. Ok, c'est bon? Nickel. Donc maintenant on va tout prendre, on va mettre là-bas. Je trouve très très joli, moi, ces petits ACDC snacks sur la plateforme lumineuse, tu vois. C'est très beau. Très con, je penchais comme ça, tu vois, c'est beau quoi. Je sais pas, ce truc de plastique, je sais pas, il y avait un truc très plus joli, je trouve, que le même que le robot. Toute la nuit, le montage se poursuit, jusqu'au dernier moment. Les œuvres prennent vie les unes après les autres, se synchronisent entre elles. C'est ce qu'il me disait, qu'il aurait pu passer rien qu'une semaine sur la rue des Marquises, entière, à faire que ça. Tu vois ? Parce que chaque petite chose est en soi ouvert sur tellement de possibles. Philippe, il a vachement besoin de ça. Il a vraiment besoin de voir ce que c'est, une idée. Ah, tiens, et si on jouait ça tant de minutes, puis qu'après on s'y trompe. Il a besoin de voir ce que ça donne. Un peu en retard sur le néon. En retard sur le néon. Un petit peu. Ça, je recalerai. Ça commence, c'est bien, moi je trouve. Ouais, ça te plaît? Et après, on rentre dans la mode, dans le mode où elles se foutent de la musique, elles font leurs preuves, elles ont leur personnalité. Enfin, elles sont libérées. On a quand même réussi à faire une super chorégraphie et qui, en plus, avait une énergie comme ça presque de désespoir avant l'ouverture, de réussir à faire. Et du coup, je trouve ça tellement plus fort, finalement. C'est pas un truc qu'on a revu 10 000 fois et enlevé chaque défaut ou chaque... ça a des défauts et c'est vivant et moi je trouve ça parfait. Au fond, l'artiste nous entraîne juste sur une terre qu'on ne connaît pas. C'est tout ce qu'on peut demander à un artiste, de nous apprendre une sensibilité qu'on n'avait pas. On n'est pas du tout
on ne va pas du tout être dans la consommation d'un spectacle. On n'aura pas vu quelque chose en disant, en sortant, wow, c'était super, non. On va être dans quelque chose qui va agir à l'intérieur de nous et très progressivement et très lentement changer l'idée que nous avions de ce qui définit l'humain. Tu vois, ce qui serait génial, ce serait de pouvoir, finalement, je pense quand c'est fini, ce qui serait génial, c'est de pouvoir avoir le courage de dire maintenant on change à nouveau, tu vois. On pourrait dire on enlève le robot et on met autre chose à la place, tu vois. Ça, ce serait bien à faire. Je pense que je vais le faire bien. Parce que du coup, ce serait marrant que les gens se disent tiens, moi j'ai vu un robot, ben moi je l'ai pas vu, tu vois. Puis d'enlever le truc le plus lourd, tu vois. Et tu le remplaces par un opposé, une lumière, je sais pas quoi. Puis après, enlever Zidane et mettre je sais pas quoi, tu vois. Comme ça s'arrête jamais, c'est clair. Ouais.